Bonjour tout le monde et désolée pour la luminosité, il est très tôt, je n'ai pas une caméra professionnelle, mais j'espère que au niveau de la lecture en tout cas, vous m'entendrez correctement. Aujourd'hui je vais vous lire le Clésio, un de nos grands auteurs contemporains français, et je vais vous lire une œuvre particulière dans mon cœur qui est Voyage à Rodrigue et qui n'est pas la plus connue. Rodrigue étant une île pas très loin de l'île dans laquelle j'ai grandi, que j'ai visité et à laquelle j'ai pris un immense plaisir. Enfin, oui, j'ai pris un immense plaisir à la visiter. Donc, voilà, je vais vous lire cette œuvre tout de suite. On commence maintenant. J'avance le long de la vallée de la rivière Roseau. Les montagnes sont toutes proches maintenant. Les flancs des collines se resserrent. Le paysage est d'une pureté extraordinaire, minérale, métallique, avec les arbres rares d'un vert profond, debout au-dessus de leurs flaques d'ombre, et les arbustes aux feuilles piquantes, palmiers nains, aloès, cactus, d'un vert plus aigu, plein de force et de lumière. Les nuages passent au ras des collines, légers, très blancs dans le ciel pur. Il n'y a déjà plus d'eau dans le ruisseau. Je cherche des yeux le comble du commandeur, je crois le reconnaître là-bas au fond de l'engorgement de la vallée. Mais où est le ravin au cul-de-sac et la source tarie? Carte à la main, à l'ombre d'un badamier, je cherche à comprendre où je suis. J'ai dû aller trop loin. Tout à l'heure, sur le sentier qui longe la rivière Roseau, j'ai été dépassée par une jeune fille, à 14 ans à peine, svelte et agile comme les cabris qui vivent sur les collines. Je l'ai questionnée, elle m'a écoutée, l'air intimidé, effrayé peut-être. Visage cuivré et doux, aux yeux d'agate, ravin, source, elle ne comprend pas ces mots-là. En créole, je lui demande la fontaine. Elle me montre le haut de la vallée, là où le ruisseau desséché se perd dans l'escarpement de la montagne Roseau. Puis elle s'est sauvée très vite, disparaissant à travers les broussailles. Quelques instants après, toujours assis à l'ombre de l'arbre, je l'ai vue sur le blanc de la montagne, au bout de la vallée. Qu'a-t-elle pensé? Peut-être qu'avec mon sac à dos, mon appareil photo et mes cartes à la main, elle m'a pris pour un prospecteur. J'aime ce paysage ocre et noir, cette herbe dure, ces pierres de lave jetées comme pour tracer quelques messages d'au-delà des temps. Je comprends que mon grand-père ait ressenti ce trouble, cette interrogation. Chaque coin, chaque pan de roche, chaque accident du relief semble porter un sens secret. Il y a des signes, les pierres sont marquées. Ce sont les porcs et les cabris qui habitent vraiment ce pays. Les chemins, les murs, les cachettes sont pour eux. Les maisons des hommes accrochées aux pentes, disséminées au fond de l'anse aux anglais parmi les cocos, comme des nids de maçonnes. Quelques libellules aussi, et ces minuscules mouches noires qui irritent les yeux, les oreilles. Et le vent qui passe, qui balaie, froid, venu d'outre-mer. Passage du vent dans les herbes et sur les pierres, silence, fraîcheur fugitive de l'océan. Chasse des nuages. Quand je reviens sur mes pas, je le vois tout à coup. Il a fallu que je grimpe jusqu'au sommet de la colline de l'Est. Devant moi, dominant la rivière desséchée, la pointe volcanique qui a servi de repère à la quête de mon grand-père. C'est elle qui l'a appelée la vigie du commandeur. Le comble du commandeur est derrière moi, au sud-ouest. Je sais maintenant que le ravin et la source sont tout près. Je prends repère sur une maison au toit de tôle, dans l'estuaire de l'Anse aux Anglais, et je redescends. Quand j'arrive au niveau de la maison, je remonte la pente des collines sur le versant est. Devant moi, tout à coup, de l'autre côté d'un vallon asséché, je vois la pierre d'où l'on aperçoit la vigie telle que mon grand-père l'a dessinée en 1910. 3 pics, dont les 2 premiers tracent légende d'un M majuscule. Est-ce l'érosion ou le résultat d'une tempête? Il me semble que les dents du roc sont émoussées. Il manque une saillie à droite, du côté de la mer. Je redescends, et maintenant je reconnais le ravin, comme si j'y étais déjà venu. C'est une sorte de corridor dans le roc, terminé par la muraille abrupte de la colline. Je contourne la pique, et je suis au fond du ravin. Aucun doute, c'est ici. Il y a 3 grands arbres, des tamariniers. À l'ombre, je regarde le ravin, la pierre ocre, rougeâtre, tellement séchée par le soleil qu'elle s'effrite comme du sable. À droite et à gauche, je vois les traces de coups laissés par mon grand-père. 2 plaies au fond du ravin que le temps n'a pas encore effacées. La terre est plus claire, les roches sont plus dures. Soleil de feu, chaleur, moucherons. Mais l'ombre du vieux tamarinier est bien douce. Non loin, au pied de la falaise, une case, un corral, des chèvres, des cochons. On entend quelqu'un siffler à tue-tête, joyeusement, infatigablement. Les nuits si longues, si belles,
pur, sans insectes, sans rosée, avec seulement le bruit du vent qui arrive en longues lames, faisant murmurer les feuilles aiguës des vacoas. Les nuits profondes infinies, ce sont elles qu'il a dû aimer aussi, quand elles venaient d'un coup sur l'île, assombrissant la mer, après que le disque du soleil avait plongé de l'autre côté des collines, à l'ouest. Comme elles étaient plus profondes ici, plus dures aussi, comparées à la douceur un peu mélancolique des couchers de soleil à Rosille. Ici, pas de traînées de nuages, ni de brume hésitante, pas de ces couleurs qui s'estompent. La mer pâle et dure, le ciel qui s'embrase brièvement, rouge de braise, et le disque d'or qui s'anéantit derrière l'horizon des montagnes, dans la mer comme un bateau qui sombre. Puis, la nuit qui annihile tout, la nuit, comme sur la mer. Alors, les myriades d'étoiles fixes, claires, et le nuage pâle de la galaxie. Enfin, la lune qui se lève tard, au-dessus des collines, et qui monte, blanche, éblouissante. Le vent, par rafales si puissantes qu'elles pourraient me renverser. Le vent comme sur la mer. Au ras des collines courent les nuages. En quelques minutes, le ciel se défait, se recouvre. L'orage fond sur moi. Tout d'un coup, la pluie est là, rideau gris qui voile le bleu de la mer. L'instant d'après, le soleil éclate. Le vent, toujours le vent. Mon grand-père admirait cela, Rodrigue. Alizé, mousson. Le vent ne cesse jamais. J'imagine les grands voiles des clippers de son temps, éblouissantes de blancheur sur le sombre bleu de l'océan Indien. Il y a quelque chose de fascinant ici, dans la couleur noire du basalte, dans le jaune de l'herbe sèche. Les troncs pleins d'une force sauvage, presque animale, les feuilles en lame de sabre. Roches fantastiques déjà usées, sculptées. Durant des heures, je cherche la marque de l'organo taillé au ciseau dans la pierre que mon grand-père indique sur ses plans à l'ouest de la rivière Roseau, juste au-dessous de la vigie du commandeur. Puis je m'aperçois que toutes les roches ou presque portent cette marque, un V ou un W ou un triangle, car c'est comme cela que se fracture le basalte. Désolée. L'une d'elles pourtant peut-être. Mais pourquoi y a-t-il de chaque côté de la vallée, à la même hauteur, ces blocs de roches noires, taillés en falaise, pareils à deux bastions symétriques? C'est cela qui intrigue, qui inquiète même, comme les montants d'une porte gigantesque. Partout, ces murs de pierre sèche. En haut des collines, ils forment des corrals, ils divisent des champs, ils dessinent d'incompréhensibles frontières. Ils tracent d'inutiles chemins qui se perdent dans les broussailles. À flanc de colline, ils forment d'étranges ronds-points, des loggias, des balcons, des fortifications naines où poussent des vacoas, des aloès, des buissons d'épines. Qui a construit cela, et pourquoi? Il s'agit peut-être d'abris de fortune faits par des marins fuyant la tempête, ou bien de plateformes construites par les boucaniers. J'imagine aussi quelques naufragés ayant semé là-dessus ses légumes et ses graminées, en attendant le passage d'un navire qui l'arracherait à l'île. Quand je demande à Fritz Castel le nom de l'éminence qui domine l'estuaire de l'Anse, ce que mon grand-père appelle la vigie du commandeur, il me dit « citadelle ». Et en effet, c'est à cela que ces constructions ressemblent. Au sommet, à côté des roches aiguës, je trouve les ruines d'une tour en pierre sèche dont ne subsiste qu'un mur circulaire d'1 pied de haut. Je comprends maintenant ce qui a changé depuis le dessin qu'a fait mon grand-père. La tour a été détruite. Par qui ou par quoi? Ouragan, vent, érosion, ou peut-être plutôt par les manafs du voisinage qui sont venus chercher là de quoi construire leur maison. Pays pour le vent seulement. Les hommes, les végétaux, accrochés aux pentes arides dans les creux des pierres basaltiques. Il y a un hors du temps ici à Rodrigue qui effraie et tente à la fois, et il me semble que c'est bien le seul lieu du monde où je puisse penser à mon grand-père comme à quelqu'un de vivant. Visibles encore, comme s'ils dataient de la veille, les coups de pioche qu'il a donnés sur la paroi du ravin au fond du cul-de-sac à droite et à gauche. Visibles les efforts qu'il a faits pour déplacer les blocs de lave qui formaient le verrou d'entrée du ravin et qui étaient pour lui la preuve tangible du génie du privateer. Cette gâchette, écrit-il dans son journal, est d'une ingénieuse simplicité qui met à néant la légendaire et absurde complication de maçonneries et de travaux en béton. La nature en faisait tous les frais, se chargeant en outre de monter elle-même la garde auprès des trésors qu'on lui confiait. Le cul-de-sac en question a en effet la forme d'un puits, où tombe en cascade pendant les grandes pluies un cours d'eau intermittent venant de la montagne. Sa partie antérieure en pan coupé par où les eaux s'écoulent dans le lit du ravin était bloquée à la base par quelques quartiers de roc. Les graviers charriés par l'eau venaient tout naturellement s'accumuler dans l'espace ainsi circonscrit et ajouter graduellement à la couche de débris qui protégeait le dépôt. Tout est là, immobile depuis tant d'années, immobile pour l'éternité, semble-t-il, comme si les pierres noires et les buissons, les vacoas, les aloès, tout avait été disposé là pour toujours. La jeune Mauricienne qui parcourait l'île disait cela, à
après avoir aperçu le chaos volcanique de la baie Malgache. Cela ressemble à la lune. Il y a dans cet assemblage de la pierre noire, de la mer et du vent, quelque chose de l'éternité de l'espace. Alors les gestes, les efforts, le regard même de mon grand-père sont encore présents ici, inscrits sur ces lieux. Qu'est-ce que 70 ans dans un tel paysage? Un bref moment, qui n'a changé que les constructions des hommes, comme la case de palme que mon grand-père partageait avec Arnold Roustier, et que le vent de l'ouragan a dû emporter il y a longtemps. Je marche sur ses traces, je vois ce qu'il a vu. Il me semble par instant qu'il est là, près de moi, que je vais le trouver assis à l'ombre d'un tamarinier près de son ravin, ses plans à la main, interrogeant le chaos de pierres hermétiques. C'est cette présence qui me donne sans doute ce sentiment de déjà-vu. Parfois, mon regard s'accroche à un détail, le trou d'une grotte au loin, ou bien une roche étrange, une couleur différente de la terre près du lit de la rivière. Cela fait bouger quelque chose d'imperceptible au fond de moi, à la limite de la mémoire. L'ai-je vu déjà? L'ai-je su? L'ai-je rêvé? Je ne peux croire que mon grand-père n'ait pas senti cela, rencontrant alors en ces instants fulgurants le regard de l'homme qui l'avait précédé sur ces lieux, le privateer, l'oiseau de proie de la mer, qui avait parcouru la vallée de l'Anse aux Anglais, cherchant avec soin la cachette parfaite pour son trésor. Qui était le privateer? Quel était son nom? England, peut-être, qui aurait donné son nom à la baie, ou bien Misson, le mystique qui avait fondé la République du Libertalia, État idéal sans classe et sans distinction de race, qui l'alimentait de ses rapines dans la mer des Indes, ou plutôt Olivier Levasseur, dit la Buse, qui, avant d'être pendu à la Réunion, avait lancé à la foule, comme ultime vengeance, le plan de la cachette de son trésor. Mais qu'importe son nom. C'est lui que mon grand-père ne cesse pas de retrouver ici, uni à lui par le paysage, par la même quête sans issue, fantômes pareils à des insectes parcourant sans se lasser le chaos de pierre de cette vallée. J'aime ces noms qu'il lui a donnés, et qui sont comme des masques de légende. Le privateer, ou notre corsaire. Sur les pentes de la colline de l'Est, fatigué par le soleil et par le vent, je m'assois à l'ombre d'un badamier géant, à quelques mètres d'une ferme. Les uns après les autres, comme s'ils sortaient de la terre, les enfants s'approchent. Ils s'enhardissent jusqu'à s'asseoir sur les racines de l'arbre. Ils m'examinent. Amy à mes côtés les rassure. J'ai un enfant avec moi, je suis donc sans danger. Une petite fille de 8 ou 9 ans, très mince, au visage sculptural de noir, mais dont la peau est de la couleur cuivrée des métisses, est assise juste derrière nous, sur une racine en surplomb. C'est à elle que je m'adresse d'abord, sans trop la regarder, comme on tend la main aux écureuils sans avoir l'air de s'occuper d'eux. Je lui pose quelques questions sur les gens d'ici, sur les maisons. À qui est cette case-là? À qui ce champ? Anicette Périne, Roussette. Et la famille prospère. Il est le gros à qui mon grand-père avait acheté sa possession à l'entrée de l'Anse pour pouvoir faire ses recherches. La fillette ne connaît pas ses noms. Est-ce qu'il y a une source par ici? Je rectifie en créole. Une fontaine? Plus haut, oui. À la saison des ouragans, est-ce que le ravin se transforme en torrent? Elle dit que oui. Elle n'a plus peur maintenant. Elle s'approche. Elle examine mon appareil photo. Les autres enfants la rejoignent. Ils sucent des graines de tamarin qu'ils extraient de la longue gousse dorée. La petite fille dit qu'elle s'appelle Sheila, et sa mère est une Périne. Elle dit cela avec une certaine vanité. Les Pérines y sont des gens fortunés. Ces cocos là-bas sont à eux, et leur case est plus grande que les autres, mieux entretenue. La tôle du toit est neuve. Elle brille au soleil. Sheila parle bien le français, presque sans accent. Ses yeux sont lumineux, son visage est sérieux pour son âge. Périne est le nom de l'homme qui a acheté la concession de mon grand-père, après sa mort. Là où mon grand-père a vécu, cherché, entre 1902 et 1930, sur les terres alluviales de la rivière, parfois seul, parfois avec une équipe, là où il a creusé tous ses trous, ses tranchées, tracé ses lignes géométriques, maintenant il y a un village. 50 fermes disséminées le long d'une mauvaise route de gravier, de part et d'autre d'un pont qui enjambe l'un des bras de la rivière. Tout autour sont les plantations de coco, les champs de maïs et de tomates, les papayers, les manguiers, les goyaviers. Le fond de la vallée est devenu une oasis fertile au milieu des collines de lave et des broussailles. Toutes ces richesses naturelles, cette vie villageoise, après tant d'années d'efforts et de solitude pour découvrir un trésor chimérique, font penser à la fable du laboureur et de ses enfants. À la recherche du deuxième signe de l'organo, j'ai trouvé facilement le premier sur la colline de l'ouest, à la place indiquée sur le plan de mon grand-père. Je vais de pierre en pierre. Les blocs de basalte ont des formes étranges, des taches, des marques de lichen, des cicatrices. J'aime ces pierres de feu,
usées par tant de siècles de vent, de pluie et de lumière. Il me semble qu'elles portent le poids du temps sur elles, qu'elles en restituent la force quand on y touche, douces, polies, chaudes de soleil, d'un noir mat, parfois blanc éclatant, ou rouge de rouille. Le ravin est fauve et ocre, de loin il semble une blessure. Au-dessus, les collines dénudées où serpentent les murailles de pierres sèches, et au fond de la vallée de la rivière Roseau, les sommets lointains, énigmatiques, le comble du commandeur, comme l'avait appelé mon grand-père. Ce ne sont là que quelques arpents, un simple creux de la terre, une rainure dans les roches volcaniques sur cet autre rocher qu'on appelle Rodrigue. Mais c'est un lieu plein de sens et de puissance, comme si la chaleur et la lumière, au cours des âges, avaient épaissi les choses et avaient donné aux plantes et aux hommes qui y survivent un petit peu de la force de la lave. Au point marqué M sur la carte, écrit mon grand-père dans son journal, qui est le milieu de la ligne EO, j'ai fait enfoncer une pierre dont le sommet arrondi qui émerge du sol porte une légère dépression faite au ciseau exactement sur la ligne EO. En vain, j'ai cherché cette pierre taillée de la main de mon grand-père. Le temps a aboli ce repère, comme beaucoup d'autres. Maintenant, le fond de la vallée, près du lit de la rivière Roseau, où doit nécessairement se trouver cette pierre, est occupé par des fermes. La ferme Périne, peut-être, car elle est juste au centre de la vallée. Une grande case de bois, avec un toit de tôle, et un vaste enclos planté de fruitiers, papayers, manguiers, tamariniers, et une belle rangée de choux palmistes et de cocos. Impossible de retrouver la pierre ici, bien entendu. C'est peut-être une des choses que je regrette le plus, cette preuve tangible du passage de mon grand-père et ce symbole qui l'unissait encore plus étroitement au dessin du corsaire inconnu. En revanche, sur la colline ouest, j'ai trouvé presque tout de suite la marque de l'organo, telle que mon grand-père l'avait décrite, c'est-à-dire affectant la forme d'un trièdre renversé dont la section représente un triangle équilatéral qui était anciennement la forme de l'organo en usage. La pierre basaltique est noire, et la fracture m'apparaît pas bien, mais les jours suivants, à la lumière frisante du crépuscule, je la distingue parfaitement, creusée avec cette netteté que seule peut produire une main armée d'un ciseau. La marque, la première fois que je l'ai vue, m'a semblé curieusement orientée vers la mer. Mais c'est une illusion des sens. Lorsque j'arrive sur l'autre versant de la vallée, sur les flancs de la colline est, j'aperçois, droit devant moi, le côté rocheux où j'ai trouvé le premier organo. Il y a quelque chose de dur dans ce pays, dur et hermétique. Je ne peux m'empêcher de penser à l'échec de mon grand-père, ce trésor qu'il a cherché ici pendant plus de 30 ans, et qui a occupé ses pensées jusqu'à sa mort, ce trésor dans lequel il avait placé tous ses espoirs, tous ses rêves, qui devaient lui permettre de racheter la demeure familiale et rembourser ses dettes. Ce mirage, cette chimère lui ont échappé, se sont refusés à lui. L'or est resté hors d'atteinte, à la fois proche et inaccessible, pareil à un éclat de lune ou au reflet d'un objet perdu au fond d'un lac. Paysage du refus, paysage hautain et impénétrable mystère sur lequel s'est brisé l'orgueil d'un homme. Les maisons des fermiers rodriguais ont adouci un peu l'amertume de cette défaite. Les chèvres, les vaches, les porcs, les plantations de chouchous et les alignements des cocos, et toute cette marmaille qui court partout ont rendu le désert habitable, et ont fait un visage presque souriant. Pourtant, les gens qui vivent ici sont à l'image du lieu, impassibles, impénétrables, vivant à côté d'un mystère qu'ils ignorent, et chacun de leurs gestes semble continuer le plan du destin afin de brouiller davantage la piste, comme s'ils étaient devenus, malgré eux, à l'égal des roches noires et des vacoas, les gardiens du trésor du privateer. Île issue de la mer, portant sur elle l'histoire des premières ères. Blocs de lave jetés, cassés, coulés de sable noir, poudre où s'accrochent les racines des vacoas comme des tentacules. Comment n'y aurait-il pas un secret? Et ce trésor que mon grand-père a cherché si longtemps, qui a hanté ses jours et ses nuits et l'a exclu de son monde, n'était-ce pas cela, ce silence, cette dureté minérale, cette beauté de l'aube de la création, en suspens au fond de cette vallée? Aujourd'hui encore, malgré les transformations, malgré le peuplement par les hommes, les cases et les chorales, je retrouve cela par instants, si fort, si vrai que j'oublie pourquoi je suis là. Le ciel gris, emporté par le vent, fuyant au ras des collines, tandis que brillent les pierres noires mouillées par l'averse, ossements, restes, pierres tombales, stèles, marques du calendrier. Puis l'instant d'après, par une déchirure, la lumière intense du soleil tropical, qui fait étinceler chaque détail, pénètre le paysage et fait éclater ses couleurs, brun, ocre, rouge, mauve, vert, et la mer au loin, dans l'échancrure de l'anse, d'un bleu intense et profond, et l'écume blanche de la barrière de corail. Je ressens cela, j'oublie tout. Comment lui, qui était seul dans ce désert âpre,
N'aurait-il pas oublié souvent la raison qui l'avait conduit là? Il ne cherchait plus rien alors. Il ne voulait plus rien. Il était seulement là, près du sol, près des pierres noires, brûlé par le soleil et entouré par le vent, confondu, capturé par la beauté de l'existence. C'est cela, je crois, qui m'émeut le plus dans cette aventure. C'est pour cela que je suis venue jusqu'ici pour la comprendre. S'il avait découvert la cachette du trésor, ou bien s'il était découragé au bout de quelques mois, comme ceux qui cherchaient à Klondike ou à Flic en Flac, cela aurait été sans conséquence. Mais pendant toutes ces années, chercher, creuser, tracer inlassablement la même carte de lance aux Anglais, dessiner la même courbe de la rivière, placer les points des organeaux, mesurer les angles, situer les points les uns après les autres, point E, point O, point F, point M, point R, point Z, et les points de sondage 122, 174, 166, interroger sans fatigue pendant 30 ans le même paysage, quelques arpents de broussailles et de marécages, jusqu'à connaître chaque rocher, chaque pli du terrain, chaque ravin, et pendant ce temps-là, le monde oublié livrait ses guerres meurtrières, achevait ses révolutions, traçait ses nouvelles frontières. Tout cela est extraordinaire et peut ne pas avoir de sens. Non, et ne peut pas ne pas avoir de sens. Alors le paysage lui-même devient miroir, et je peux entrevoir ici, sur cette terre, sur ces pierres, dans la ligne des collines desséchées, comme le visage et l'ombre de mon grand-père, ineffaçable. Le chercheur de chimères laisse son ombre après lui. Que cherchait-il en vérité? Que fuyait-il? Cet homme doux, raffiné, élégant, grand et mince tel qu'il apparaît sur les rares photographies que j'ai vues de lui à Maurice, long, avec quelque chose du dandy, barbe et cheveux bruns ou châtain foncé, vêtu de sa redingote noire ouverte sur un gilet, chemise stricte mais au col ouvert sans cravate, l'air à la fois distrait et lointain, un peu triste, l'homme qui avait alors perdu tous ses biens, dépouillé par ses proches, chassé de sa maison natale, et qui n'a trouvé de refuge que dans un rêve. Réfugié? Non, c'est aventuré qu'il faut dire, sorti de lui-même. En regardant ces cartes si précises, en lisant les mots de son journal, c'est cela que j'avais ressenti. C'est ici, à l'anse aux Anglais, que tout est devenu évident. C'est l'appel d'un autre monde, d'un monde vide d'hommes, où règnent les rochers, le ciel et la mer. C'est l'appel de la mer aussi, le vent du large dont il parlait en rêvant, j'imagine, devant ses enfants quand le vent soufflait en bruissant sur la montagne Aurie. Alors il n'est plus question de trésor, ni de privateer, mais c'est une ivresse telle que la liberté de l'oiseau de mer ou de l'espadon. Le soleil de feu, le ciel sans nuages, la mer bleue sombre frangée d'écume sur la ligne des récifs, les laves noires, les bosquets d'acacias, de tamariniers, les broussailles couchées par le vent, les feuilles aiguës des vacoas, les trous des crabes par terre. Un monde où l'homme est rare, et pour cela amical, proche. Un monde sans venin, sans malheur, sans défaite. La pauvreté aussi, non pas celle de la ville misérable, ni celle des plantations où sont courbées les femmes vêtues de guenilles, mais la pauvreté essentielle, qui limite l'homme à son arpent de terre aride, à sa vallée, aux collines dénudées peuplées de cabris sauvages. Et puis le ciel de la nuit, magnifique, étoilé, vivant comme un autre monde dont on devine les avenues et les demeures. Je pense à tous ces voyageurs qui sont venus ici avant mon grand-père et que ce paysage a ébloui, ceux qui ont laissé une trace de leur passage et ceux qui sont restés sur l'île et n'en sont jamais repartis, ces premiers colons oubliés, sans doute enterrés sous les monticules du petit cimetière à l'estuaire de la rivière Roseau devant la mer. Je pense aussi aux phrases écrites par Pingré, venu en 1761 observer le passage de Vénus, et qui parle dans son journal d'un endroit qui ressemble à celui qu'avait choisi mon grand-père. Jusqu'ici, nous avons profité de certains canaux qui, traversant les récifs, nous permettoient de voyager en pirogue. À l'est du grand port, on ne trouve plus assez d'eau pour porter notre pirogue, ou bien cette eau communicante avec la pleine mer est trop agitée pour porter un bâtiment aussi fragile. Monsieur de Puvigny renvoya donc les pirogues par le chemin qui les avoit amenées, avec ordre de venir nous rejoindre le lendemain à l'enfoncement des grandes pierres à chaud. Mon grand-père avait sans doute lu ces lignes de Pingré, écrites d'une longue écriture penchée sur un vieux cahier relié conservé à la bibliothèque Carnegie de Curpipe. Cet enfoncement des grandes pierres à la chaux évoque l'endroit de la côte où la mer bat les rochers que mentionnent les papiers de la chasse au trésor. Pingré le décrit plus loin. Les montagnes des quatre passes sont à pic, et comme il n'y a là presque point de récif, et que la côte est directement exposée au vent, la mer bat si violemment contre la côte qu'il n'y aurait plus que de l'imprudence à hasarder de franchir ce passage. Est-ce bien l'anse aux Anglais, celle que le premier colon de l'île, François Elga,
décrit dans cette relation. À 1000 pas de nos loges, il y a une anse qui se remplit d'eau à mer haute et à l'entrée de laquelle nous tendions un filet. Le corsaire inconnu de mon grand-père y est-il vraiment venu, entre ces deux récits, l'un datant de 1690, l'autre de 1751 ? Mais les nuits magiques ont été les mêmes, comme si le temps qui passe ne pouvait rien changer à ce monde, au cours de la rivière Roseau, aux pierres de lave, à l'éclat des étoiles, et que c'était un seul et même regard qui tuerait encore. La nuit, nous ayant alors surpris, nous soupâmes et couchâmes à la belle étoile dans le dit enfoncement. Nous n'y trouvâmes que de l'eau saumâtre, mais le vin ne nous manqua pas. Quelques mots de Pingré pour dire qu'il a dormi cette année de 1751 à l'estuaire de la rivière Roseau, quelques 150 ans avant que mon grand-père n'y vienne. Pourquoi cela semble-t-il être arrivé hier soir ? Ce soir, au cours d'une réunion chez l'INSEE d'Anton, le directeur de la Barclays à Porte-Mathurin, j'apprends qu'un certain prêtre d'origine alsacienne, le père Wolf, venu à Rodrigue en 1936 ou 1938, a cherché lui aussi le trésor de la Buse à Lens aux Anglais, mais sur le rivage, en vain lui aussi. Ainsi mon grand-père a su inspirer des suiveurs dans son rêve, puisque c'est lui qui, le premier, a inventé la légende du trésor de Rodrigue. La légende vit encore, et tandis que je parcours le fond de la vallée avec les plans à la main, je sens maintenant des regards discrets mais insistants qui suivent mes allées et venues. Les gens d'alentour sont aux aguets. Et si j'allais, moi, enfin trouver ce trésor ? Il ne faudrait pas manquer à ce moment-là. Le trésor a poussé ses racines dans la mémoire des terriens de Lens aux Anglais. La légende fait partie d'eux-mêmes et beaucoup sont nés avec elle. Elle les aide peut-être à vivre dans le dénuement. Elle est une sorte d'espoir secret dans ce lieu âpre et stérile. Instinctivement, je reviens au poste d'observation, en haut de la pointe Vénus, là où eut lieu sans doute la grande observation du transit de Vénus en 1874, non loin de l'endroit que mon grand-père a nommé la vigie du commandeur. Il y a, écrit-il en 1906, au bord de la falaise de la montagne Vénus, les restes d'un fortin que surplombe du premier contrefort de la même chaîne de collines, les ruines d'une ancienne tour ou plutôt d'un ancien poste d'observation. Le tout domine la rade de Port-Mathurin d'un côté et la baie anglaise de l'autre. Ce contrefort bien caractéristique est l'un des 3 points culminants que le document Savy montre en droite ligne à partir du piton qui se détache nettement du massif central. Cette particularité l'indique comme étant indiscutablement le commandeur dont il est question dans l'un des documents. Sa forme arrondie explique l'allusion qui fait le document en question qui parle du comble du commandeur. De là, je domine toute la région, de l'est à l'ouest, et je vois l'étendue magnifique de la mer, bleu sombre, étincelante d'écume. Le vent est si violent parfois que j'ai du mal à rester debout. Les ruines de la tour ou du poste d'observation ne sont plus aujourd'hui qu'un cercle de pierres soudées, polies par le vent et l'eau, qui dressent un abri précaire pour quelques broussailles. Il y a quelque chose d'étrange dans cette ruine accrochée au sommet de la falaise. Ici, le signe du M que mon grand-père avait distingué de l'autre versant de la vallée, et dont il avait retrouvé le symbole dans une roche fracturée, comme une indication laissée par le privateer, se défait comme une illusion. L'autre jambe du M est derrière, à plus de 100 mètres, et dans le creux, il y a une vieille ferme entourée de murs de pierres sèches qui devait déjà exister quand mon grand-père est venu ici. Contre le mur bas, un chien famélique somnole à l'abri du vent. Non loin, dans la terre rouge qu'il a fouillée à la recherche d'humidité, il y a un énorme port noir. Combien de fois mon grand-père n'a-t-il pas dû monter jusqu'ici en haut de cette falaise, passant devant les bâtiments coloniaux de Cable and Wireless, la compagnie anglaise des télégraphes aujourd'hui abandonnée, et remontant à travers les champs pireux jusqu'à l'observatoire de la vigie du commandeur. N'est-ce pas ici, du reste, qu'il a dû se faire la fameuse observation du transit de Vénus en 1874, et avant elle peut-être celle de Pingré en 1761 ? Pour cela, sans doute, il y a dans ce lieu quelque chose de tendu, de vigilant, comme si le regard aigu des hommes qui se sont arrêtés ici avait laissé l'interrogation durable de l'espace. Assis sur les pierres de la tour en ruine, frappé par les bourrasques, je regarde les collines alentours où surgissent les ombres des nuages pareils à des fumées, que le vent violent entraîne vers le nord-ouest, vers la haute mer sombre. Je regarde la mer, les ourlets d'écume, l'horizon. Je regarde surtout la vallée de la rivière Roseau, immobile, inchangée, malgré tous les toits des cases et les plantations de coco. Exactement devant moi, à l'opposé de la vallée, il y a l'ouverture sombre du ravin où mon grand-père a fait ses fouilles, et les marques des sondages sont visibles clairement, comme les traces des chocs d'aérolithes sur la lune. Peu à peu, comme je regarde plus attentivement, je vois apparaître d'autres traces, des coups, des cicatrices sur le flanc des collines de l'Est. Sur les pentes arides, les blessures ne se sont pas refermées, les pierres déplacées montrent encore la place sombre qu'elles occupaient. Tant de travail inutile me surprend et m'émeut, comme ces traces laissées par des hommes inconnus sur des lieux devenus déserts,
à Monte Alban au Mexique, par exemple, ou bien dans la vallée des merveilles. Travail inutile? Mais qui suis-je pour juger de cela? Il y a un secret fébrile dans ces traces, et je ne puis le comprendre, car cela vient d'une époque pour moi inconnue, dont je ne peux percevoir que des bribes. Cela parle d'une vie d'homme pour moi aussi étrangère que si elle avait été vécue il y a 1000 ans. Ce que cet homme a connu, ce qu'il a voulu, espéré, tout cela s'est évanoui. Il ne reste plus dans mes mains que de vieux papiers que le vent froisse, et sur le paysage de pierre dure, que ces traces fragmentées, ces signes, ces fossiles. Chaque soir, les véritables joyaux, les étoiles. La lune aussi, magnifique dans toutes ses phases, éclairant la nuit. Vénus, pure et belle, diamant à l'éclat si intense qu'il éclaire la mer au-dessous de lui comme un phare. Vénus qui attira les astronomes anglais jusqu'ici, pour qu'ils entreprirent ce long voyage et élaborèrent cette plateforme d'observation. J'imagine mon grand-père, à la fin de ses journées exténuantes au milieu des rochers, ou bien creusant ses trous et ses tranchées avec comme ouvriers un ou deux hommes et un enfant, dans la chaleur torride de décembre, et la nuit venue, assis sur une roche, devant la hutte qu'il habitait, celle d'Arnold Roustier ou d'Ange Rabou, regardant Vénus étincelante dans le ciel bleu noir, et le ciel tout entier devant alors lui semblait le plan d'un secret, comme le tracé original de tous les mystères qu'il avait entrepris de déchiffrer. Voilà pour la première demi-heure de voyage à Rodrigue de Le Clésio. J'espère que ça vous donnera à la fois l'envie de lire Le Clésio, qui est écrit vraiment magnifiquement bien, et l'envie de voyager à Rodrigue, qui est une île qui est un de mes plus beaux voyages de ma vie, et qui est encore très épargné par la trace de l'homme. J'ai beaucoup de gratitude pour les retours que certains d'entre vous me faites. J'ai beaucoup de gratitude pour la situation dans laquelle je suis confinée. J'espère que c'est votre cas aussi et que vous êtes dans une situation qui vous convient étant donné les circonstances. Je vous envoie beaucoup de joie, d'amour, de présence, de confiance, de chaleur et à très bientôt. Je vous embrasse.